Trump et les droits de douane. Une escalade commerciale secoue l'Atlantique face à la menace d'une surtaxe de 30% sur les exportations des États-Unis dès le 1er août. L'Union européenne prépare une réplique massive de 72 milliards d'euros. C'est un bras de fer. L'Union européenne menace de cibler un large éventail de produits américains. On parle d'aviation, d'automobile, d'alcool, de services numériques, etc., tout en continuant de négocier. Et de Bruxelles à Washington, où est-ce que ça se joue vraiment, cette guerre commerciale, et quelles sont les stratégies employées? On va vous parler de ces enjeux. Déjà, on a beaucoup parlé des droits de douane ici. Oui. Donc, comme tu le disais, c'est un projet au long cours et peut-être que Trump ne s'imaginait pas ramer autant pendant des mois et de longues semaines. Cette menace de 30% déjà, elle découle, comme tu disais, de beaucoup de négociations. Pourquoi cette menace de 30% de droits de douane par Trump? Oui, alors là, pareil, il faut un peu revenir en arrière pour élargir et voir le paysage global. Il y a l'idée parmi une partie des élites américaines que le système de libre-échange mis en place dans les années 90, signé notamment par Bill Clinton, il y a la création de l'OMC au début des années 90, l'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada signé en 94. Aujourd'hui, est contre-productif pour les États-Unis. C'est-à-dire que le système se retourne, du point de vue économique, se retourne contre ceux qui l'ont initié dans les années 90. Donc il faut en sortir. Donc Donald Trump n'est pas opposé au libre-échange, il propose de rentrer dans un libre-échange différent, c'est-à-dire qu'il n'est plus multilatéraliste, à travers l'OMC par exemple, mais à travers des accords bilatéraux. Donc c'est un peu pareil sur le plan économique et sur le plan diplomatique. C'est-à-dire je suis aujourd'hui toujours la principale puissance économique et diplomatique au monde, les États-Unis, et je veux imposer mes vues. Donc le monde se complexifiant, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, je vais isoler chacun de mes interlocuteurs, qu'ils soient alliés ou pas. C'est ça que les Européens ont mis du temps à comprendre, et je ne sais même pas s'ils l'ont encore compris. Peu importe le statut d'allié, même peu importe le statut de voisin, même le Canada, ça, les Canadiens l'ont compris. Donc je vais isoler, je vais dénoncer tous les accords globaux de libre-échange et renégocier pays par pays, isolé. Évidemment, le Vietnam seul est beaucoup plus faible, ne pèse pas, isolé, ne pèse pas. Donc, qu'ont fait les Vietnamiens? Ils ont signé un accord, l'accord que souhaitait Donald Trump. Et donc, tout ça donc, pour redistribuer les cartes, mais d'un jeu qui reste le même, quand même. On ne peut pas le perdre de vue, parce que je dis ça comme ça, en passant. On a la rhétorique de Donald Trump sur le libre-échange, la mondialisation, a fait perdre des emplois, a désindustrialisé, je ne ferai plus de guerre. Au fond, ça reste de la rhétorique. Et dans les faits, c'est un autre Donald Trump qui... Donc, il ne faut pas se laisser prendre au jeu. Bon, je dis personne ici, je vise personne en particulier, mais juste une réflexion générale de ne pas s'en tenir qu'à la rhétorique de Donald Trump, mais regarder concrètement ce qu'il fait et ses actes. C'est assez surprenant, mais il y a aussi des personnes qui font le lien entre les grèves automobiles et ces droits de douane. Je regardais une émission et qui disait, c'est de la rhétorique, encore une fois, c'est de la rhétorique nationaliste, mais voilà, si le secteur automobile se casse la tête, c'est parce qu'on importe des voitures d'ailleurs, etc., etc. Et ça va jusqu'à... être tordu à ce point-là pour justifier des droits de douane sur des chaînes de droite. Oui, de droite. Ouais. Ce que nous ne sommes pas. Ok, riposte de l'Europe qui dit 72 milliards. D'où ça sort, 72 milliards? Est-ce que ça pèse? Est-ce que les États-Unis peuvent être impressionnés par un chiffre aussi grand? Parce que pour l'Europe, c'est quand même énorme. Oui. Alors, du coup, j'ai
pas totalement à côté de ta question, mais pas non plus pas précisément, sur pourquoi 30%. Donc Donald Trump menace d'ici au 1er août, ça peut encore changer. Mais là, il faut toujours considérer qu'on est dans une sorte de partie de rapport de force entre un bras de fer et une partie de poker menteur, un peu entre les deux, un sport hybride, vous voyez. Et donc il dit, j'appliquerai 30% qui s'ajouteront pour certains secteurs aux droits de douane déjà existants. Donc ça veut dire qu'on montrait, par exemple, j'ai noté 55% pour les voitures et 80% pour l'acier et l'aluminium. C'est-à-dire que ça ferme clairement le marché américain à l'acier, l'aluminium et aux voitures européennes. Le surcoût est absolument inabsorbable. Voilà. Donc, l'Europe, face à ça, tente de réagir. Donc, c'est quand même 500 milliards d'exportations qui sont visées au total. Donc, c'est quand même entre les deux gros marchés, entre guillemets, économiques mondiaux sont les États-Unis et l'Europe. Donc, on est quand même au cœur de l'économie mondiale. Et les Européens, par rapport à ça, ont eu une réaction dans un premier temps contrairement au Canada et à la Chine. Je prends le Canada et la Chine parce que la Chine est considérée comme le rival stratégique des États-Unis. Mais le Canada est le principal partenaire économique des États-Unis et c'est un pays allié, ce qui n'est pas tout à fait le Mexique. Vous voyez, donc allié mais tendu, non, depuis le retour de Trump. C'est clairement tendu. Vous voyez, donc qu'on soit le rival stratégique ou le pays le plus à part la Grande-Bretagne, il n'y a pas plus proche des États-Unis. En fait, on est mis sur le même bio d'une certaine façon. Et face à ça, l'Europe, et donc ces deux pays ont réagi de la même manière en comprenant bien les enjeux, en disant nous aussi on va réagir, on va mettre des droits de douane supplémentaires. Et l'Europe, alors pour des raisons sur lesquelles on verra peut-être, a tenté de dire oui, non, alors on va pas tout à fait répondre tout de suite, prendre des représailles, on va peut-être un peu augmenter, et puis non, on va différer, et puis finalement on va faire que 72 millions, et puis on va envoyer Mélanie là-bas, elle s'entend bien avec lui, et puis Macron va passer. Il y a eu cette rencontre Mélanie-Trump. Au final, pourquoi ? Rien ? Il s'était auto-congratulés sur leur gestion de la crise migratoire, mais à part ça. Ça coûte rien. Mais ça n'a rien changé dans le rapport de force effectif. Mais il y avait même un petit souci, c'est qu'en fait, l'Union européenne n'est pas forcément derrière Mélanie dans son idée du libéralisme et même de l'immigration, etc. Donc il y avait un côté où Mélanie essayait un peu de s'assurer une amitié un peu en marge de l'Union européenne. Ouais. Là, on touche en fait au vrai problème fondamental de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit économiquement ou diplomatiquement, on l'a vu avec les annonces d'Emmanuel Macron d'augmentation du budget des armées et de piliers européens de l'OTAN, ça fait 10 ans qu'on parle de piliers européens de l'OTAN et ça n'arrivera pas de sitôt, pour une raison, c'est qu'il y a une partie des pays qui y sont opposés. Donc l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, n'arrive pas à être, peut-être ne le peut-elle pas, autre chose que la somme de ses intérêts divergents. C'est-à-dire, l'Allemagne, qui est une puissance exportatrice, a intérêt à passer un accord au plus vite avec les États-Unis. D'autres pays ont moins d'intérêt. Donc, il y a des intérêts qui sont tellement divergents au sein de l'Union européenne qu'ils n'arrivent pas à avoir une position commune, avec une commission européenne en plus, et une présidente de la commission, Ursula von der Leyen, qui est, je ne sais pas comment qualifier, mais je trouve qu'il est étonnamment pusillanime. On va dire pusillanime, tiens, c'est un mot que j'ai jamais utilisé dans un chat. Mais explique-le. Pusillanime, tapez pusillanime. Je sais jamais définir les mots que j'utilise. Je vais vous dire ça, attendez. Je suis là pour vous. Et pour moi aussi. Le moment nécessaire du docteur Cyclopède. Pusillanime. Il n'y a pas un Y. Ouh, wow. Qui manque d'audace craint le risque et les responsabilités. Bon, voilà, c'était ça que je voulais dire. Ouais, c'est très bien. Voilà. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment naïve mais bon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc, bon, il faudra voir. On est le 15 juillet, le 1er août, il y a 15 jours. Et en diplomatie, les jours comptent double ou triple. Donc, on verra à la fin. Salut merci Hugues de t'être abonné avec Prime. Coucou, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas, encore une fois. Mais du coup, on a parlé de la France qui avait pas mal d'intérêt du coup à montrer les... En fait, au final, on a tellement parlé des droits de douane que je vous ai même pas demandé si c'était acté pour tout le monde. Comment fonctionnent les droits de douane, ce que ça signifie, pour quelle industrie. On peut peut-être refaire un petit point pour ceux qui ont peur d'être un petit peu perdus. Il y a Bruce qui nous dit ça va pas faire baisser le prix de mon bœuf séché, tout ça. On fait du jerky oui, en alors France, le principe des droits de douane.
Le droit de douane, c'est la taxe à l'importation qu'impose un pays sur des produits qui viennent de l'étranger. Donc, par exemple, une voiture Ford qui est importée en France a un droit de douane, un taux de 5, 10, 20, 30%, donc qui s'ajoute au prix initial. La voiture est importée, elle coûte $20 000. Oui, puisque c'est en dollars, puisque c'est la monnaie du commerce international. Et la France applique une taxe de 5, 10, 20%. Donc tout le mouvement des années 90 après la fin de la guerre froide et de la fin de l'histoire et du triomphe du capitalisme, c'est de dire on va généraliser la mondialisation, donc ça va être le libre-échange, on imposera des droits de douane à personne quasiment, ou le plus bas possible, de telle sorte que les marchandises pourront circuler librement entre les pays, concurrence libre et non faussée. Donc mécaniquement, quand vous imposer un droit de douane de 30%, la voiture Ford qui était à $20 000, elle va passer à un calcul rapide à $26 666. Donc déjà, c'est plus pareil, elle devient moins concurrentielle. Et après, quand vous êtes à des taux, donc là, par exemple, vous voyez 55% de voitures, c'est ça. Mais rien que Ford continue à envoyer ses voitures. Enfin, Ford ou Renault de l'autre côté de l'Atlantique, ou Volkswagen plutôt, qui vend plus. Voilà, donc c'est une arme économique pour privilégier ses propres produits, à la condition que l'autre en face ne prenne pas de représailles. Et donc là, il y a une guerre qui peut être sans fin, où à la fois, c'est ça qu'il faut essayer de manier, nous, à l'humanité, c'est qu'on a bien conscience, évidemment, que le système de libre-échange mis en place dans les années 90 est un système qui visait à généraliser la mondialisation capitaliste, à faire baisser les droits sociaux, les droits environnementaux. Donc ça, on est conscient de ça. De l'autre côté, la guerre commerciale pour augmenter les droits de douane n'est pas la porte de sortie à ça. Oui. Hein, c'est l'entrée dans une autre cellule de la prison, si je puis dire. Merci pour le Prime, Anthony. Purée, on a plusieurs Primes aujourd'hui, c'est vraiment cool. Il y a Franck qui nous dit bonjour, salut, comment ça va? Est-ce qu'on peut parler du gros retour du protectionnisme, nous demande Caverne. Elsie Caverne. Est-ce qu'on peut parler de ça? Après, j'aurais une question sur ce qu'on vient de se dire. Je vais peut-être rebondir plutôt sur ce que tu viens de dire et ensuite on prendra ta question. Elsie Caverne, reste avec nous. On parle de ce qu'une voiture Ford pourrait coûter en plus en Europe. Mais la réplique de l'Europe aussi, elle doit faire un peu trembler des grands industriels européens sur leurs exportations aux États-Unis. Oui, bien sûr, bien sûr. Si Trump décide, je prends un exemple, Airbus, qui est le grand concurrent de Boeing. Si jamais demain il y a une surtaxe de 50% ou 80% sur les Airbus, il n'y a plus aucune compagnie américaine qui va acheter d'Airbus. Or, certaines et donc ça rejoint un peu la question sur le protectionnisme. J'entends ça, c'est un peu ce que je vais essayer de redire ce que j'ai dit. C'est-à-dire que, évidemment, le protectionnisme, on va pas faire un débat sur le protectionnisme, et en plus je suis pas armé pour ça, c'est pas ma spécialité ou mon secteur, mais on voit bien qu'il y a une montée du protectionnisme comme étant quelque chose qui pourrait nous protéger des effets de la mondialisation capitaliste telle qu'on la connaît depuis les années 90. Je suis pas certain que le protectionnisme auquel on peut aspirer s'incarne dans cette guerre débridée des droits de douane. Je suis même un peu persuadé de l'inverse. C'est-à-dire, Donald Trump, la visée de son protectionnisme, c'est pas... Alors, il y a tout un débat sur... oui, je vais vous redonner des emplois industriels aux travailleurs américains. Bon, et en même temps, il refuse que des gens viennent travailler sur le marché du travail, enfin des gens qui viennent de l'étranger via sa chasse aux migrants. Or, enfin bon, je rentre dans un autre débat, là, j'ouvre une autre porte, je la referme, on en parlera à une autre occasion, c'est une des contradictions de Donald Trump. Non, je ne vois pas clairement comment cette guerre pourrait déboucher sur quelque chose de positif pour les salariés dont les dirigeants prétendent défendre les droits. Et tu penses qu'il peut parvenir en arrière, Trump? Il va pas botter en touche en disant bon bah my bad. C'est un peu là pareil, ce que je disais sur l'Ukraine, je le dirais aussi un peu sur le droit de douane. Aujourd'hui, Donald Trump n'en est pas là où il pensait être il y a 3 ou 4 mois.
Donc, un certain nombre d'économistes qui alertent sur, s'il va jusqu'au bout, et un certain nombre d'économistes alertent sur la possibilité d'une grave crise économique, d'une récession dont certains estiment qu'elle serait équivalente à celle des années 30. Honnêtement, je ne peux pas faire de prédiction, on verra d'ici le 1er août. Mais enfin, pour l'instant, il y a combien d'accords de signés? Il y a un accord avec le Vietnam, un accord avec la Grande-Bretagne, qui est l'allié historique. Bon. Donc il n'y avait pas beaucoup de suspense, non, à part pour les... Pour le reste, la Chine a répondu très fortement. L'Europe, on verra quelle sera la nature de sa position finale. Et qui sont ces opposants à Trump concernant sa politique des droits de douane? Bon, j'imagine que du côté démocrate, on est un peu opposant par essence, mais pareil, encore une fois, est-ce qu'il se retrouve un peu à devoir parlementer avec différentes idées du groupe MAGA? Oui, alors dans la coalition républicaine, c'est un peu pareil sur tous les sujets d'ailleurs. Dans la coalition républicaine, il y a des intérêts divergents. À chaque fois, Donald Trump et son administration sont obligés d'arbitrer. Donc il y a clairement une frange isolationniste, protectionniste, qui est pour les droits de douane, et une frange plus traditionnelle, républicaine, pro-business. Donc là, il doit arbitrer entre les deux. Sur les démocrates, c'est un peu plus complexe, d'abord parce que ce sont les démocrates qui ont signé dans les années 90 tous les accords de libre-échange, donc ils sont un peu les pères fondateurs, enfin Bill Clinton en tout cas, les pères fondateurs de ces accords de libre-échange. Joe Biden a utilisé en partie les droits de douane. Les droits de douane, encore une fois, je ne suis pas économiste, donc les droits de douane peuvent être une arme si ils sont utilisés de manière ciblée et précise, et voire temporaire, pas en rafale comme ça, comme le fait Donald Trump. Et donc, dans la coalition démocrate, il y a aussi une frange de la coalition démocrate qui est, par exemple, c'était le débat, tu parlais tout à l'heure de l'automobile, c'est un exemple intéressant, quand Donald Trump a décrété des droits de douane sur l'automobile du Canada et du Mexique, des automobiles. Et il y a une partie du mouvement syndical qui a félicité Donald Trump pour ça, et il y a une autre partie du mouvement syndical, notamment c'est le syndicat de l'automobile, l'UAW, qui a mené la grande grève victorieuse de septembre 2023 pour l'augmentation des salaires et l'approfondissement des droits sociaux. Et une autre partie qui dit on ne gagne rien à opposer les ouvriers canadiens aux ouvriers américains. Donc là aussi, il y a des divisions. Merci pour le Prime, Shango. Décidément, c'est un festival aujourd'hui, je suis très contente. On nous dit après, pour le coup, il me semble que Boeing est un peu dans une crise existentielle due à la perte du savoir-faire dans la course au profit. Oui, avec tous les incidents qu'il y a eu, les révélations sur les manquements à la sécurité, clairement. C'est ça, compliqué. On nous dit, tant que le prix du sirop d'érable ne bouge pas, ils peuvent tout cramer, je m'en fiche. Juste, non, mais merci, je vois pas avec mes... Je suis une IA. sur Boeing, oui. Ouais. Pour Boeing, j'ai oublié de préciser ce point. Toute la stratégie de Donald Trump, ce n'est pas de défendre, à mon sens, le salarié américain, c'est de défendre les grandes compagnies américaines. D'ailleurs, quand l'Europe prend quelques mesures d'encadrement sur le numérique, tout de suite, lui et le vice-président crient au scandale et mettent en œuvre des droits de douane. Donc c'est vraiment pour défendre les champions, ce qu'on appelle les champions économiques, c'est-à-dire les grands groupes, les multinationales en fait. Et comment ils le prennent eux? Mettons, je suis Ford. Donald Trump dit on va mettre des droits de douane assez forts pour éviter d'importer des automobiles de l'étranger. Mais en tant que Ford, je comprends très bien qu'il va y avoir une réplique de la part de l'Europe, et j'ai peut-être un peu peur pour l'exportation de mes propres autos. Alors, si je suis Ford, si je suis le PDG de Ford, parce que je ne serai jamais, mais non, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que je suis pas américain. Mais justement, non, mais je suis inquiet. Alors, à la fois pour l'Europe, mais peut-être moins pour l'Europe que pour le Canada et pour le Mexique. Je prenais l'exemple de Ford. C'est pas forcément. Je pense que Boeing est un exemple qui s'applique mieux à l'Europe. Mais parce que tous les composants dans une voiture. Aujourd'hui, il n'y a aucune voiture produite, même la voiture Ford qui est produite sur le site historique de Ford à Dearborn, qui s'appelle Rivière Rouge d'ailleurs, c'est joli comme nom.
grande usine historique, aucun composant. Il n'y a aucune voiture 100% américaine. Il y a des composants qui viennent du Mexique. Donc, chaque composant est imposé, mais absolument sur tout. Et donc, forcément, même une voiture construite à Dearborn va être impactée, ce mot n'est pas français, impactée, mais enfin, par l'augmentation des taux des droits de douane sur l'aluminium ou le caoutchouc au Canada et au Mexique. Les économies sont tellement intégrées. C'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. C'est la situation qui a été créée par 30 ans de politique. Voilà. Et donc, pas tout à fait officiellement, mais quand même, il y a eu des articles dans la presse états-unienne disant que les PDG des grands groupes étaient très inquiets. Et si je suis le PDG de Boeing, je suis encore plus inquiet parce qu'il y a tous les problèmes liés aux affaires récentes de sécurité. Et si en plus, il y a des droits de douane qui s'appliquent sur de tel pays de 30, 40 ou 50%, ça rend un prix d'un Boeing absolument prohibitif. Mais du coup, est-ce que les patrons des grands groupes, finalement, deviennent un peu plus frileux par rapport à Trump, qui était quand même, on va dire, le président qui avait une aura, en tout cas pour son premier mandat, pro-industrie, pro-patron un peu? Alors, oui, surtout, il y a tout ce discours sur... ce pays a été saigné à blanc, on a désindustrialisé, il faut faire revenir des emplois... dans notre pays. On peut vraiment dire que la politique, les grands groupes industriels ne sont pas forcément en fait, au cœur de la politique de Donald Trump. Les grands groupes qui sont au cœur de la stratégie économique et diplomatique de Donald Trump sont les GAFAM, vraiment. Ça se passe en Californie, voilà, la donc plupart Google, Amazon, Facebook. D'ailleurs, on les a tous vus au premier rang de la cérémonie d'investiture. C'est quoi le M de GAFAM ? C'est quoi le M de GAFAM ? Microsoft. Ah, Microsoft. Oui. On nous dit, Monsieur Doigt qui nous dit, mais il donne l'impression de prendre des décisions en mode bourrin. Qu'est-ce qu'il cherche ? À faire peur ou prendre un peu la température pour voir comme le reste du monde et réagir et ajuster ? On en a un peu parlé, tu viens peut-être d'arriver, Monsieur Doigt. On en a un petit peu parlé avant, mais toi, ton analyse, c'est qu'il ne s'attendait pas forcément à devoir négocier aussi longtemps. Oui, d'abord, j'essaye toujours de ne pas me fier à ma première impression. Donc, quand quelqu'un m'apparaît comme un bourrin, je me dis peut-être qu'il est plus malin. Ou même s'il m'apparaît bourrin, quelle est sa stratégie derrière ? Donc, en effet, on a tous cette impression de quelqu'un de totalement changeant d'avis, erratique. Il a quand même il a conscience d'une chose, je pense, dans la façon dont il fait de la politique. C'est une notion qui est juste, qui est celle du rapport de force. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner quelque chose sans créer un rapport de force qui va nous permettre de l'obtenir. Après, là, encore une fois, on rentre dans ces contradictions internes, ces erreurs. Il en a fait plusieurs, notamment une, on l'a cité tout à l'heure, avec Vladimir Poutine, il me semble. Non. Et du coup, s'ajuster par rapport à ça, ça va être compliqué, tu penses J'essaie toujours d'éviter de trop me projeter. Peut-être que dans 15 jours, je reviendrai ici, parce qu'on aura encore une revue de presse et j'expliquerai, ou ce sera plutôt Vadim Kamenka, qui est titulaire du secteur, qui est chef du service national, qui viendra expliquer pourquoi il y a un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc, voilà. Comme en plus on est filmé, c'est des archives, je ne veux pas m'avancer à dire des bêtises, j'en écris suffisamment. D'ailleurs, en parlant d'écriture, quels sont tes articles à venir avant qu'on passe au sujet suivant et qu'on change complètement de continent et c'est quand la prochaine fois que tu vas aux États-Unis, tu le sais ? Non, pas encore. Je vais discuter de ça aujourd'hui d'ailleurs avec ma hiérarchie. Le prochain article est publié donc demain. Affaire Epstein, livraison d'armes à l'Ukraine, chasse aux migrants, pourquoi le torchon brûle entre Donald Trump et sa base MAGA. Ça c'est dès aujourd'hui sur le web et demain est sur le web, je vous ai mis dans la version print. Alors, ce qu'on appelle la version print, c'est l'anglicisme. C'est du papier. C'est du papier, vous savez, le truc que j'aime bien, qui avec de l'encre. Et le sujet suivant sur lequel je travaille, c'est un retour sur l'élection municipale à New York, avec la victoire du démocrate socialiste de 33 ans, Zoran Mamdani. Et donc, il y a des leçons à tirer un peu de ce qui s'est passé, d'autant que celui qui a été défait dans le cadre de la primaire, Mario Cuomo, a annoncé qu'il se présenterait quand même en 3e candidat. Donc, ils ont quand même tous décidé de faire perdre Mamdani. Je vais essayer de tenter d'expliquer ça. Ça sera plutôt au début de semaine prochaine.
toute petite dernière question avant qu'on change de sujet, mais on dit bonjour. Le comportement de Trump n'est pas en train de ruiner la confiance qu'on peut accorder à la parole états-unienne sur le plan international. Vaste question, mais on a dit bonjour, alors quand on est poli, on vous répond. Alors, comment tu vois la suite par rapport à Trump tu le trouves décrédibilisé par rapport à ces difficultés actuelles sur la scène internationale des négociations? Oui, donc de fait, il y a une dimension de cet ordre. Dire quand vous changez de pied, et encore une fois, moins par comportement erratique que par complexité stratégique et par obstacle. Toutes les semaines, au bout d'un moment, votre parole n'est plus crédible. Et donc, quand vous êtes même un allié des États-Unis, comme le Canada, vous êtes plutôt enclin à vous construire en confrontation plutôt qu'en collaboration. Donc, clairement, ça ne sert pas. Mais ça, c'est aussi c'est une vieille leçon qu'on peut tirer des relations internationales, et je vais terminer là-dessus pour laisser la place à mon collègue ensuite sur la Kanaki. Les tentatives de restauration, parce que c'est ça en fait, Trump prétend restaurer la puissance américaine qu'il estime en recul sur la scène internationale, ce qui est fortement discutable, au moins du point de vue diplomatique. C'est juste le monde qui change, mais les États-Unis, c'est toujours 25% du PIB mondial, comme dans les années 80. Bon, c'est autre chose. Le meilleur moyen de prouver le recul de la puissance, c'est de tenter de restaurer cette même puissance. C'est ce qui était arrivé à Bush en 2004 en disant notre puissance a été contestée par les attentats du 11 septembre. Je vais montrer par ces guerres que nous sommes la puissance incontournable. Et en fait, il n'a fait que prouver que c'était une puissance au pied d'argile, puisqu'ils ont perdu de fait ces deux guerres. Et les États-Unis ont été décrédibilisés aussi. Bon, encore un peu tôt pour chroniquer les deux présidences Trump de ce point de vue-là, mais enfin, on peut l'avoir à l'esprit.